Alors, bonjour à tous. On va prendre juste quelques minutes pour attendre que tout le monde soit connecté et on va démarrer dans une minute. Bon, je pense qu'on va commencer. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, ce midi, en si grand nombre pour assister à ce webinaire STIC intitulé Planification stratégique et efficacité organisationnelle. Je me présente, Christian Assouad, conseiller manufacturier chez STIC. Merci à nos deux invités d'être là aujourd'hui. D'abord, M. Sylvain Tessier, président de ST Marketing et Planification stratégique, membre de STIC. M. Frédéric Soucy, président de Soucy Industriel, également membre de STIC. Donc, pour rappel, aujourd'hui, le webinaire va durer 1 heure. Donc, on va commencer par une petite présentation de Sylvain qui va nous dire qu'est-ce que c'est qu'une planification stratégique. Puis par la suite, nous allons accueillir Frédéric Soucy pour qu'ils puissent tous les deux échanger sur leur expérience, leur collaboration. Et à partir de 12h45, on va répondre à vos questions. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section Q&R. Puis à la fin, vers 12h45, ça va nous plaisir de la poser à nos panélistes. Donc, je vais vous rappeler aussi que le webinaire est enregistré. Donc, il va être disponible sur notre site Internet d'ici une semaine. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Sylvain pour nous présenter qu'est-ce que c'est qu'une planification stratégique. Sylvain, c'est pour toi. Merci. Alors, je voudrais remercier aussi STIC pour l'initiative, pour ces webinaires, puis aussi Frédéric Soucy pour sa participation. Merci aussi pour tout le monde qui est présent. Maintenant, en quelques minutes, parce qu'avant qu'on arrive vraiment dans les échanges, les questions de l'animateur avec Christian, je vais essayer d'être le plus get to the point, le plus direct possible par rapport et le plus vulgarisé possible par rapport à une planification. En fait, planification stratégique, ça peut être un terme qui est bien large, bien élastique, si on peut dire. Qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas? Mais moi, je dirais, dans un sens, un plan, c'est quoi finalement? Puis sans faire du 10 000 pieds, c'est un ensemble d'actions qui sont coordonnées en vue de priorités qu'on se donne puis d'une vision qu'on se donne. Et ça a de l'air simple. Il y a beaucoup d'organisations, leur vision, où ils s'en vont, où l'entreprise s'en va, c'est quoi ses priorités, qu'est-ce qu'elle veut devenir, c'est pas tout le temps clair. Alors, un plan stratégique, c'est ça. Mais un plan stratégique, il y a des étapes à respecter si on veut être logique et cohérent aussi avec un plan stratégique. Ce n'est pas juste un exercice théorique ou un exercice intellectuel. Comme vous savez, toutes les entreprises, on vit puis ils vivent des hauts et des bas. Il y a des choses bonnes qui se passent, ils ont des enjeux, il y a des gains qui arrivent, des victoires, il y a des déceptions. Il y a des choses qui roulent, puis d'autres choses qui roulent moins. Puis, il y a des choses aussi qu'on contrôle, puis il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Mais on va s'attarder aussi aux choses qu'on ne contrôle pas. Fait que faire une planification stratégique, dans une première chose, c'est de prendre le temps de regarder, s'arrêter, puis de dire qu'est-ce qui ne va pas bien dans l'entreprise? Où est-ce qu'on s'en va? Y a-t-il des problèmes qui sont récurrents puis qu'on n'a jamais pris le temps de trouver des solutions? Pourquoi? Parce que je dirais qu'il y a 3 grands types de gestionnaires. Il y a ceux qui sont toujours dans les opérations quotidiennes. Il y a ceux qui sont des rêveurs, mais qui n'ont jamais de plan pour atteindre leur rêve en tant que tel. Puis il y a ceux qui sont visionnaires aussi, ceux et celles qui sont visionnaires. C'est-à-dire, les opérations sont en bonne main, mais on travaille le demain aussi pendant ce temps-là. On est dégagé pour dire, moi, je suis en train de travailler l'entreprise qu'on s'en va dans 2-3 ans. Alors, faire une planification, c'est de revoir nos manières de faire, nos forces, les impacts, les problèmes qu'on a. Première étape, c'est où est-ce qu'on en est? Moi, je dirais les étapes principales, là, avant de détailler juste un petit peu rapidement. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Comment qu'on va s'y rendre? Puis le déploiement de ça. Mais la première étape, c'est où on en est. Qu'est-ce qui va bien? Ça, c'est un 360 complet qu'on doit faire. Les finances, est-ce qu'on sait notre prix de revient? Beaucoup d'entreprises ne savent pas le prix de revient. Alors ça a un impact sur le pricing. Ça a un impact aussi le choix des types de produits qu'on devrait prioriser. Ça peut expliquer des fois pourquoi des bids on n'a pas parce qu'on n'est pas compétitif. Alors,
c'est le temps de s'arrêter puis de dire, on a-tu un taux de roulement aussi de personnel important dans un défi de recrutement RH? C'est important de regarder, on a-tu une marque employeur qui est positive? Quand on recrute, puis l'argent qu'on met là-dedans, puis le temps, on les perd-tu après 6 mois, après 1 an? Alors, il faut tout revoir ces choses-là, puis regarder, se faire challenger, puis peut-être aussi de prendre le temps un peu dans où est-ce qu'on en est. Pourquoi on a perdu certains clients? On est-tu dépendant à certains clients? Si notre client nous lâche, puis il baisse ou il change de fournisseur, ça va être quoi comme impact d'un revenu? Pourquoi certains clients nous ont quittés au profit de d'autres? Pourquoi certaines soumissions on n'a pas eues? Il faut regarder aussi à l'extérieur. Puis, il y a une autre chose qu'il faut regarder à l'extérieur dans le bilan, là, dans notre lecture 360. Les leaders dans notre industrie, qu'est-ce qu'ils font comme bonne chose? C'est quoi leur bonne pratique? Pourquoi ils se tiennent en tête? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place? Puis trop souvent, on est tellement dans les opérations, on n'a pas le temps de vraiment regarder comment les autres se comportent et comment aussi nos acheteurs ou nos clients plutôt se comportent. Alors, première étape, c'est de faire un bilan de ça. Puis une fois qu'on a fait le bilan, dans un sens, c'est on voit nos priorités, on voit les codes rouges, on peut dire qu'est-ce qui ne va pas bien, puis qu'il faut absolument trouver des solutions. Puis ces solutions-là, on va les confier à quelqu'un ou à des gens à l'interne pour corriger des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des codes verts, ça va bien, on n'y touche pas. Puis il y a des codes jaunes, il faut surveiller qu'est-ce qui se passe. Alors, une fois qu'on a fait notre bilan, il faut vraiment identifier nos priorités d'amélioration. Puis c'est pour ça que les priorités d'amélioration, on va avoir un plan d'action qui va suivre pour répondre à ça. Mais si on n'a pas une lecture complète, on n'aura pas une identification d'enjeux qui vont être clairs, puis on n'aura pas un plan qui va être clair non plus. Alors, où est-ce qu'on en est? Où on s'en va? Ce n'est pas du 10 000 pieds non plus de dire qu'est-ce qu'on veut devenir dans 3 ans? Quel genre d'entreprise je veux devenir? Quel genre de client je veux avoir? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, je dépends juste d'un secteur, alors que ma compétence est générique. Mes compétences pourraient s'appliquer aussi, ou mes expertises, dans d'autres secteurs dans lesquels je devrais aussi me positionner. Et ça veut dire peut-être justement d'avoir une photo sur le type de revenu, le montant de revenus, les profits que je veux viser, les types de clients que je vise, les types de ressources humaines que je devrais avoir pour avoir ça. Alors, il faut avoir quand même une vision pour être animé par cette vision-là, puis mettre en place les affaires qui vont faire step by step dans les 3 prochaines années, par exemple, je vais arriver à ça. Mais si on ne corrige pas ce qui ne va pas bien, puis on fait juste des objectifs, mais on ne corrige pas ce qui nous impacte dans nos opérations actuelles, ça va avoir on va plus avoir là du rêve que des objectifs. Troisième point, c'est comment on va faire maintenant? J'ai fait mon bilan, j'ai regardé ce qui va bien, mes forces-faiblesses, mes priorités, je les ai identifiées, je sais où est-ce que je veux m'en aller, comment je vais faire ça? C'est là où est-ce que le plan doit être important. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va-t-il avoir des acquisitions? Il va-t-il avoir des postes qui vont être créés? Il va-t-il avoir un exercice pour avoir une meilleure profitabilité dans l'entreprise, des meilleures opérations dans l'entreprise? Ça prend moins de temps, ça coûte moins cher, etc. Est-ce qu'il va y avoir aussi un accent sur le développement d'affaires, sur l'innovation, parce que notre portefeuille de produits commence à être un peu pas mal pareil depuis quelques années, puis qu'il faut développer des nouveaux produits. Comment on va faire ça? Et ça, c'est pour répondre à ces enjeux-là, puis à notre vision, il faut avoir aussi le comment qu'on va faire ça, mais un comment qui va être réaliste. J'ai vu des fois des planifs, quelqu'un qui disait « Moi, je vise 100 millions, mon coach de vie m'a dit ça. » Ils font 6 millions, puis ils pensent faire 100 millions dans 5 ans. Il faut quand même être réaliste. Par contre, l'amélioration continue est quelque chose de réaliste. Avoir une vision raisonnable et réaliste, ça aussi, on peut mettre en place des actions qui vont faire en sorte que ça marche. Maintenant, une chose qui va être très importante, c'est le management. Il y a des entreprises qui n'ont pas de comité de direction. Ils ne se parlent pas. Alors, il n'y a pas de plan qui est exécuté dans ce temps-là. On peut avoir identifié ce qu'on veut faire, comment on va le faire, mais il faut suivre le déploiement de ce plan-là. Là, on rentre dans l'aspect tactique. Là, on rentre dans le 26 plans de 2 semaines, dans le 12 plans d'1 mois, dans le suivi de ce qui s'est passé dans les 2 dernières semaines. S'il n'y a pas de comité de direction, s'il n'y a pas de comité d'amélioration continue, bien, il n'y aura pas de réalisation de notre planification stratégique. Alors, c'est pour ça qu'un plan, il y a un plan, mais il y a des stratégies. Puis si je voudrais aussi résumer, c'est une planification, c'est clairement savoir où est-ce qu'on en est dans notre entreprise, où on s'en va, d'avoir des objectifs de développement ou des objectifs pour améliorer la situation puis nos enjeux.
on conçoit un plan, on le met en place puis on le suit. Puis les tableaux de bord sont importants. Si vous avez entendu tellement souvent parler de 4.0, un des aspects les plus fondamentaux dans le 4.0, c'est d'avoir du data qui nous parle. Du data sur le comportement de nos clients, sur le comportement de notre développement des affaires, sur le comportement de notre shop aussi, comment elle fonctionne. Alors, il faut avoir des tableaux de bord, des indicateurs qui nous démontrent qu'on avance, qu'on améliore, parce que tout ce qui se mesure s'améliore. Alors, les conditions de succès, pour compléter, avant qu'on passe à la discussion, c'est qu'il faut avoir une lecture claire de notre situation actuelle. Puis une lecture claire qui va demander de l'humilité. Parce que c'est l'humilité qui fait en sorte que les entreprises fonctionnent. L'obstination des gestionnaires, c'est ce qui fait en sorte que ça ne fonctionne pas. C'est la capacité de se remettre en question, de reconnaître qu'on est fort dans nos affaires, mais qu'il y a des affaires qu'on est faible ou qu'on est moins bon, puis qu'il faut améliorer ça. Alors, l'ouverture et la réceptivité va devenir hyper importante, ainsi que l'adhésion de nos joueurs clés qui vont être d'accord avec le fait qu'il faut travailler certaines choses. Alors, il faut une lecture, une vision claire de ce qu'on veut devenir, l'adhésion de tout le monde, des objectifs réalisables puis séquentiels, l'année 1, l'année 2, l'année 3, puis après ça, des rôles et responsabilités définis. Puis c'est là où est-ce qu'on va mettre des personnes, puis on se dit, est-ce que j'ai les personnes qu'il faut? Est-ce qu'il faut que je revoie aussi mes rôles et responsabilités pour le déploiement de ce plan-là? Est-ce qu'il faut que je recrute? Est-ce qu'il faut que je forme et que je développe davantage les compétences? Comme là, j'ai un plan en ce moment, c'est le développement des compétences des gestionnaires pour améliorer la marque employeur. Parce qu'il y a des gens qui s'en vont de cette compagnie-là. Le style de gestion doit être changé. Et les moyens pour atteindre, puis des indicateurs pour garder le cap. Alors, en principe, c'était pas mal ce que je souhaitais apporter. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Très apprécié de nous donner un petit rappel de qu'est-ce que c'est une planification stratégique. Bonjour, Frédéric. Salut, Christian. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien. Excellent. Peux-tu commencer par présenter brièvement ton entreprise, s'il te plaît, à notre auditoire? Souci Industriel, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1931. Donc, ça fait 90 ans cette année. Présentement, on évolue principalement là, au niveau du service industriel en mécanique industrielle, soudure. On a 2 ateliers. On a une ici à Rivière-du-Loup, on a une aussi à Fermont. On fait de la fabrication mécano-soudée. On évolue principalement au niveau des mines, mais aussi dans l'industriel lourd. On est aussi présent là, au Saguenay. On a aussi une division au Saguenay là, qui est mécanique industrielle GC. Présentement, on est en mandat chez Rio Tinto Alcan. Fait que notre terrain de jeu, c'est l'Est du Canada, là, en partant de Ontario, tout l'Est. Fait qu'on on a 250 employés. Puis, on est en très forte croissance. On est en mode acquisition. Puis, planification stratégique pour nous autres, ça nous coule dans les veines depuis une douzaine d'années, je dirais. Puis c'est un enjeu qui est crucial d'une entreprise qui veut avoir un focus, une vision unanime auprès du groupe, auprès des dirigeants, auprès du comité de direction, afin de savoir que c'est vers là qu'on s'en va, puis en équipe, on va y arriver. Quand c'est juste une personne, un individu, des fois, c'est plus tough un peu à faire en sorte que ça fonctionne. Excellent. Justement, tantôt, Sylvain, il parlait dans sa présentation du leader. Toi, en tant que président de Souci, comment tu définis ton rôle chez Souci Industriel, Frédéric? Ben, moi, je dis souvent à ma gang, tu sais, le président, c'est un titre. C'est un titre, puis moi, à quelque part, on est tous au même niveau chez Souci. Parce qu'on est tous importants. Et il n'y en a pas un plus important que l'autre, puis c'est vraiment un travail d'équipe. J'aime bien avoir l'aval de toute ma gang pour dire c'est par là qu'on va, tout le monde est en accord, oui, parfait. S'il y en a un qui n'est pas en accord, on va essayer de comprendre un peu pourquoi, on va se challenger, il va apporter ses points. Mais au final, ce qu'on veut, c'est un plan puis une équipe qui va la réaliser. Fait que mon rôle, c'est sûr et certain, c'est d'engager les gens à avoir un focus commun. Parce que c'est pas toujours évident. Des fois, là, dans un comité de direction, quand on parle de planification stratégique, ça nous amène souvent dans des zones inconfortables. Ça nous sort de notre zone de confort. Fait que certaines personnes peuvent être appelées à vouloir freiner finalement là, ces nouvelles idées-là, ces opportunités-là. Parce que Sylvain a porté le point tantôt. Oui, on regarde ce qui va mal, mais il faut regarder aussi ce qui va bien. Parce ce qui va bien, il y a une raison à ça. Puis il faut le maintenir, même si on a un focus, exemple, de dire bien, telle chose, il y a ces points-là à améliorer. Mais ce qu'il faut bien, il ne faut pas non plus le perdre parce que des fois, là, ça peut être un peu
un couteau à double tranchant, si on peut dire. Absolument. Puis, à quel moment avez-vous eu recours au service de ST Marketing, justement? Sylvain, ça doit faire proche une dizaine d'années, je pense qu'on se connaît, Sylvain. Hein? 8 ans, je pense. 8 ans? Ah, ça m'a paru plus long. C'est bien ton genre. Mais non, honnêtement, Sylvain, c'est un ami, c'est un collaborateur, c'est une personne qui est venue nous donner un bon coup de main. Les planifications stratégiques, comme je disais, ça fait une douzaine d'années qu'on en fait. On a essayé certaines firmes, puis ça prend un fit. Ça prend un fit, ça prend une personne qui comprend bien l'entreprise, qui comprend bien les enjeux, qui va arriver avec une vision externe, qui va nous amener ailleurs. Parce que dans le day-to-day, on est excellent dans notre day-to-day, mais quand on arrive, on se dit, là, OK, là, il faut se retirer. On regarde l'entreprise dans son ensemble, on regarde les opportunités qu'il peut y avoir. Puis on peut regarder aussi les problématiques qu'on a, apporter des solutions. Ça demande quand même beaucoup d'humilité. Puis on avait essayé certaines firmes, puis finalement, avec Sylvain, là, c'est comme il dit, ça fait déjà un bon 8 ans qu'on travaille ensemble, puis on a encore des mandats ensemble présentement. Il y a une complicité qui s'installe, il y a aussi là, une relation de confiance parce que les gens, pas juste moi, mais l'ensemble de mon équipe fait confiance à Sylvain aussi pour nous guider, nous challenger parce que des fois, ça peut amener certaines discussions. Ça m'a amené, on a une façon de penser, mais d'arriver et dire à un entrepreneur ou dire à un gestionnaire, ça fait 20 ans qu'il fait ça, il y a peut-être d'autres façons d'approcher une problématique ou il y a peut-être d'autres opportunités qu'on pourrait faire. Ça prend du tact. Puis là-dessus, là, je ne sais pas pour y lancer des fleurs, Sylvain, parce que le pot va s'en venir, ce ne sera pas long. Là, mais honnêtement, là, il y a une belle chimie. Il y a une belle chimie avec l'équipe de Souci puis avec l'équipe de ST Marketing. C'est le fun. Excellent. Mais tu disais que ça faisait une douzaine d'années que vous en faites. Je voulais savoir, c'est quoi l'élément déclencheur? Pourquoi vous avez commencé il y a 12 ans à faire planification stratégique? C'était quoi le. Ben, je te dirais qu'à un moment donné, là, bon, on a viré un peu là, toutes nos idées à l'interne. Puis là, on s'est dit, tabarouette, ça nous prendrait quelqu'un, un genre de modérateur, si on peut dire, parce qu'en équipe, il faut faire, puis il faudrait, puis ça mène à rien, ça. Puis quand tu arrives, on vire dans notre carré de sable, puis on s'est dit, ça va nous prendre de l'aide pour nous amener ailleurs parce qu'on aura beau avoir la meilleure volonté du monde. À un certain moment donné, on a tout un niveau de connaissance. Puis une planification stratégique, ben c'est quand même majeur. C'est pas juste dire on appelle un consultant, puis on fait une planif, puis après ça, elle est faite, puis on apprend, puis on la met sur les tablettes. C'est beaucoup plus que ça. Fait que on voyait qu'on avait des opportunités qui étaient là. On voyait qu'il fallait apporter des changements dans notre organisation, qu'il fallait accompagner certaines personnes à grandir aussi. Fait que, le fait de s'entourer de gens solides, puis Sylvain, ça a été d'une bonne aide là-dedans. C'est justement d'arriver et de dire, OK, regardez, boys, là, il y a telle chose. Puis en planif, ben c'est, comme je disais tantôt, ça prend beaucoup d'humilité parce que faut être en mesure de se dire les choses qui vont vraiment bien, mais les choses auxquelles on est vraiment pourri puis que tabarouette, ça urge, il faut qu'on s'améliore. Fait que puis là, ben, c'est ça, à un moment donné, tu es dans un pattern que tu dis là, il me semble qu'on tire partout, il y a plein d'enjeux, il y a plein d'opportunités, mais c'est quoi nos cibles? Puis à un moment donné, il faut que tu le resserres un peu, ta vision et ton focus parce que tu ne peux pas abattre 100 opportunités en même temps. Puis le fait aussi que des fois, un entrepreneur, c'est lui qui a les idées, c'est lui qui a tout ça dans sa tête. Ben, le matin, il arrive au bureau, mettons, il peut arriver au bureau et dire, il sait exactement lui où est-ce qu'il s'en va, mais ça prend un engagement de la gang. Ça prend un engagement de la gang à grande échelle. Oui, c'est le comité de direction, mais il faut que ça descende jusqu'à ces troupes qui sont sur le terrain et ainsi de suite. Puis, à la limite, là, moi, je parle souvent d'un organigramme inversé. Là, on dit le président est là, d'habitude, les vice-présidents, les directeurs en descendant, mais c'est l'inverse. Si je ne prône pas par l'exemple, ça ne peut pas être un succès. À ça, ça va en découler les vice-présidents, les directeurs, les chargés de projet, les contremaîtres. Mais ça devient là, à ce moment-là une planification stratégique de toute l'organisation. Puis j'avais présenté, là, vite fait l'autre fois, là, mais on a des napperons, là, nous autres, qu'on s'est fait faire, là, justement, là, qui sont un peu comme des tapis de souris, mais à grande échelle, là, où est-ce qu'on retrouve là, nos valeurs, notre mission,
le plan stratégique, le plan de croissance, tout est clairement défini. Puis les gens ont tout ça sur 2 bureaux. C'est diffusé sur des écrans aussi dans certaines de nos installations pour qu'on a une équipe, un plan. C'est un peu ça le mot d'ordre, si on peut dire. Excellent. Puis, peux-tu nous décrire un peu comment ça s'est passé, les étapes, le nombre de rencontres que vous avez faites? Comment c'était l'expérience en général en tant que telle? En général, les premières années, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, c'est nouveau. Tu sais, c'est nouveau. Fait que là, à un moment donné, tu te demandes un peu pourquoi que tu prends une journée ou 2 jours puis que tu te retires de tes installations pour vraiment avoir le focus puis pas être dérangé par personne pour amener tes idées. Parce qu'encore là, souvent, on est dans notre day-to-day, puis on se dit on va faire ça au bureau, puis on va prendre le temps de s'assurer, mais c'est pas vrai, on est constamment dérangé. Fait que d'un, c'est de se retirer. Puis comment que ça a été apporté, c'est sûr que ça nous amène ailleurs. C'est une autre façon de réfléchir, c'est une autre façon de penser. C'est justement de prendre le temps de faire un temps d'arrêt, puis de regarder l'entreprise dans tout son ensemble. Tantôt, on parlait de marque employeur. La marque employeur, nous autres, on a travaillé une avec Sylvain, justement, il y a peut-être 2 ou 3 ans. Sylvain, on a fait un sondage auprès des employés. Tu sais, c'est sûr et certain que les premières fois où tu franchis ces étapes-là, c'est du nouveau pour tout le monde. Puis, ça prend de l'accompagnement là-dedans. Demain matin, on a fait une planification stratégique. Dans le fond, les premières années, on en a fait accompagné par certains joueurs. Puis, une année, on s'est dit, on l'a fait nous autres mêmes. Parce que là, on s'est dit, ça fait 2 ou 3 fois qu'on en fait avec des firmes qu'on est accompagnés. Fait qu'on est bon pour la faire seul, mais ça n'a pas été un succès. Ah, OK. Ça n'a pas été un succès. Fait que, tu sais, on apprend là-dedans, puis encore là, c'est avec des erreurs qu'on grandit. Hein. On ne peut pas arriver toujours à frapper des coups de circuit. Fait que c'est comme ça que ça va. C'est sûr que des fois, il y a des personnes que lorsque tu tombes en planification stratégique, bien là, tu as un plan, mettons, si tu as une planification stratégique à 1 an, tu as un plan, tu as un échéancier, tu as des to-do dans chacun des départements. Il y a des personnes, des fois, qui sont peut-être plus ou moins à leur place, ou tu en as qui sont vraiment là, fermés au changement. Mais ça, des fois, ça peut freiner aussi d'arriver finalement à la vision globale qu'on a en équipe. Là. Fait que ça, c'est des petits pièges qui sont à éviter. S'il y a des personnes qui sont, nous autres, on les appelle nos Gaulois, là, mais des personnes qui ne veulent rien comprendre, rien. C'est eux autres qui ont des bonnes idées, puis c'est leurs idées qu'il faut prendre. On se fait beaucoup challenger en planification stratégique. Des fois, ça nous joue un peu des tripes, là. Mais il faut garder notre sang-froid, il faut garder notre tête froide, puis de penser à qu'est-ce qui est le meilleur pour l'entreprise, pour l'organisation, pour les travailleurs, pour la gang qui y travaillent. OK. Mais si je prends la dernière planification stratégique que vous avez faite, combien de temps vous avez mis là-dessus? Puis qui a été impliqué typiquement là, dans cette planification-là? Là? Bien, la dernière planification stratégique qu'on a faite, c'est sûr, avec la pandémie, ça a été une planification stratégique continue, si on peut dire, là, sans nécessairement l'appeler ainsi. Là. Mais il y a tellement eu de revirements dans la dernière année et demie, si on peut dire. Là. Mm-hmm. On avait fait une planification stratégique, sauf qu'il y a juste un affaire qui est arrivé, c'est que le plan qu'on avait fait c'est pas réalisé. Fait que, il a fallu l'amener plus vivante, puis s'adapter. Fait qu'on a une rencontre de gouvernance qu'on fait à chaque mois. Puis justement, on revise qu'est-ce qu'on avait comme enjeu, comme cible, comme échéancier. Puis où est-ce qu'on est rendu, c'est toujours d'actualité. Faut-tu corriger la pensée? L'objectif qu'on avait il y a 6 mois, aujourd'hui, il a changé parce qu'il y a tel événement qui est arrivé. Fait qu'il faut demeurer très, très, très agile. Aujourd'hui, c'est assez... Je considère Souci Industriel comme entreprise extrêmement agile. Mm-hmm. Puis je vous dirais qu'aujourd'hui, en 2021, tabarouette, c'est pas tout le temps évident. Ouais. C'est pas tout le temps évident parce qu'il faut être quick. C'est juste au niveau main-d'œuvre. On a besoin de main-d'œuvre, on affiche des postes. On a reçu un CV, l'accusé réception CV, l'entrevue, puis l'offre, il faut que ça se fasse en dedans de 24 heures. Si tu ne fais pas ça en 24 heures, tu as passé à côté de ton candidat. Il n'y a pas de monde. Fait que là, ça, c'est un mindset qu'il faut que tu amènes à tes RH. Parce que là, au niveau opération, se revirer sur un 10 cents, c'était une de nos forces. Mais là, il faut amener l'entreprise dans chacun de ses départements à se revirer sur un 10 cents. Fait que là, c'est le changement de culture, c'est l'accompagnement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es là-dedans, tu es dans le day-to-day, ça cogne à la porte. À un moment donné, tu peux en échapper.
une personne, un consultant comme Sylvain, une planif, bien, ça fait en sorte que tu as une ligne directrice qui est claire, tu as des révisions qui se font en cours d'année pour te guider finalement à dire c'est-tu toujours correct ce qu'on a décidé il y a 6 mois? C'est toujours d'actualité. Le marché, a-tu changé? A-tu évolué? Y a-tu des joueurs à l'intérieur de ton entreprise qui ont quitté pour X raison que ce soit, qui a été remplacé? Fait que c'est constamment en mouvement. En 2021, là, ce que je trouve, l'enjeu est réellement là. Il faut vraiment rester à l'affût puis agile. Parfait. Sylvain, je me tourne vers toi. Frédéric, qui vient de nous décrire un peu son expérience, les bienfaits d'une planification stratégique. On remarque, nous autres, qu'année après année, là, dans notre baromètre industriel qu'on a commencé en 2009, qu'environ 50% des PME manufacturières québécoises ne font pas de planification. D'ailleurs, on a arrêté de la poser la question parce qu'on savait qu'est-ce que ça allait donner. Qu'est-ce qui explique ces barrières, d'après toi, Sylvain? Je pense que c'est une tendance naturelle à être très impliqué dans les opérations. Puis c'est aussi peut-être de ne pas prendre le temps d'évaluer ses risques. Parce que je vais vous donner, tu sais, je vous dis, mettons, un client, tu dépends beaucoup de lui, ou mettons, tu ne regardes même pas s'il y a des clients qui sont inactifs depuis un an, tellement tu as des clients. Tu sais, prendre le risque et dire, ma business, là, si elle veut continuer, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir continuer? Puis j'aime à dire que, il y a 40 ans, les 50 plus grosses entreprises dans le monde, il en reste 3. Fait que les choses changent. Des événements changent, les choses arrivent. Combien de fois on a entendu dire aussi, ah, les changements, c'est la norme, puis la stabilité, c'est. Mais justement, si ça change, regarde ce qui se passe dans ton industrie aussi. Je me souviens, un client m'avait dit, moi, ça va très bien dans le transport, augmentation de 11% de nos revenus. Oui, mais ton secteur était à 21%. Il ne savait pas que son secteur est en croissance avait juste de prendre le temps de regarder ce qui se passe. Puis de faire le scan, comme quand on va chez le médecin, à un moment donné, tu veux savoir s'il y a des choses qu'il faut que tu fasses attention. L'entreprise, c'est la même affaire. Alors, moi, je te dirais, c'est le rôle du président, ça aussi, de donner le ton là-dedans, puis le propriétaire. Puis de dire, mettons, il faut que je prenne le temps de prendre du recul, puis de m'arrêter, puis de dire, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas mal. Puis, dans le fond, d'avoir un concept d'amélioration continue. Alors, je dirais, puis je combinerais ça avec un autre élément. Veux-tu te faire challenger ou pas? Il y en a qui n'aiment pas se faire challenger. Il y a la manière de le faire. Puis moi, je pense qu'il faut être compétent, mais non complaisant dans la vie quand on est consultant. Parce que il faut que tu dises les choses de la bonne manière. Mais si quelqu'un, par exemple, tu es là pour lui plaire, ben ça va être une planification plate. Fait que moi, je pense qu'il faut que tu sois convaincu. Si tu penses que tu es parfait, là, il y a un problème d'humilité. Mais si tu dois t'arrêter parce que tu as perdu des clients, tu as des employés qui s'en vont, en principe, tu devrais t'arrêter là-dessus et dire qu'est-ce qui se passe. C'est ça qui devrait justifier au moins. Puis des fois, les gens font des lacs à l'épaule, une journée, puis dans un an, on se revoit. Mais il n'y a pas de plan détaillé, il n'y a pas d'objectif d'acquisition, d'objectif d'amélioration, il n'y a pas un to-do qui est donné et réparti dans l'équipe. C'est un lac à l'épaule qu'on s'est fait, on s'est rencontré une journée, puis on se voit l'année prochaine. Un lac à l'épaule, ce n'est pas une planification stratégique. Oui. Mais j'imagine aussi que dans certaines de ces personnes-là qui vont se dire, écoute, on est tellement en manque de ressources, plein de choses à faire en même temps, plein de choses à gérer, c'est le temps. Qu'est-ce que tu dirais à ce monde-là? C'est quoi la stratégie, là? Est-ce que c'est à n'importe quel moment qu'ils peuvent faire la planification? Y a-t-il un meilleur timing? Tu leur suggères-tu, par exemple, de déléguer quelques tâches, le temps de faire la planification? Et aussi, bon, on parle dans une optique que quand ça va mal, tu as perdu des clients, des employés, mais quand ça va bien, il faut-tu en faire pareil de la planification ou on dit, bon, ben là, ça va bien, puis on laisse faire? C'est justement, c'est là qu'il faut le faire. Parce que dans un sens, si c'est un événement, comme il y en a dans la dernière année, c'est un événement qui a provoqué une réflexion parce qu'ils ont vu leur fragilité ou leur gestion ou leur mode de gestion a été remis en question, mais dire ça va bien, ça ne veut pas dire que ça va toujours aller bien. Puis ça, on le sait, tous les entrepreneurs le savent. Je suis un entrepreneur aussi. Il faut réfléchir, qu'est-ce qui va bien? Moi, je dis qu'une planif, c'est qu'est-ce qu'on doit conserver, qu'est-ce qu'on doit retirer puis qu'on ne devrait plus faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on devrait faire, puis qu'est-ce qu'on doit standardiser. Parce que des fois, dans une organisation, il y en a qui font ça de telle manière, un autre fait ça d'une autre manière, alors qu'on devrait avoir des manières corporatives. Il y a toujours place à l'amélioration. Puis rapidement, je pourrais te dire, j'avais un client qui a passé de 20 à 21 millions et demi une année. Ça va super bien, mon ami, 1,5 million.
2400 clients. Donne-moi le fichier des clients des 3 dernières années. Sur les 2400, il y en avait 600 qui avaient acheté 0 depuis un an. Il y en avait à peu près 500 qui avaient acheté en bas de moins 10 par rapport à l'année passée, puis le reste en augmentation. Là, tu te dis, comment vous gérez votre relation client? Bien, l'optimisation de la relation client a provoqué une augmentation de 2,5 millions par la suite. Parce que, ça va bien, on regarde juste le chiffre. Ce n'est pas un exercice juste comptable, c'est un exercice de dire, quand tu fais un Kaizen dans une shop, tu veux améliorer l'amélioration à chaque point. Un modèle d'affaires, c'est la même chose. Une entreprise, on devrait avoir l'overview de notre entreprise puis dire, ça va bien. Ça, on a 7 sur 10, il faut augmenter ça. Ou c'est comme ça qu'il faut voir ça. En amélioration continue. Parfait. Puis ceux qui disent qu'on manque de temps, de ressources pour le faire, c'est quoi que tu leur dirais, Sylvain, là-dessus? Là? Ben, moi, je dirais que c'est une mauvaise excuse. C'est une mauvaise excuse. Puis c'est ça. Puis aussi, je voulais savoir, peut-être démystifier la différence entre planification stratégique et plan d'affaires. C'est quoi la différence, Sylvain, entre les deux? Mais moi, je te dirais le plan d'affaires, il est plus. C'est l'architecture détaillée par rapport à certaines décisions stratégiques. Par exemple, si c'est un client que dans la planification, ça va être la croissance va passer par des acquisitions. Là, il faut un plan d'affaires, plan de financement, la cible, les types d'entreprises qu'on recherche, les approches, l'architecture financière là-dedans. Fait que je te dirais le plan d'affaires, même que tu peux aller présenter à une banque ou un financier, il va te demander ton plan d'affaires, tes projections de revenus, tes proformas, mais basé sur des décisions stratégiques qui demandent peut-être des fois de l'acquisition d'équipement aussi. Il y en a aussi, leur équipement, leur parc d'équipement est à refaire. Là. Puis c'est pas parce qu'ils n'ont pas des bonnes idées puis pas de bon monde, mais le parc d'équipement peut coûter très cher. Ça demande du financement, ça. Alors, le plan d'affaires en tant que tel, la planification stratégique va dire qu'il faut que tu fasses ça. Mais le plan d'affaires va dire comment on va architecturer puis détailler ça. OK, good. Puis là, je m'adresse à vous deux, Frédéric et Sylvain. Qu'est-ce que vous direz aux personnes qui sont sceptiques, là, dans le fond, là, qui pensent que l'exercice de la planification stratégique ou plan d'affaires, ça sert justement uniquement à aller chercher du financement, que c'est une perte de temps, que c'est du pelletage de nuages, entre guillemets. Qu'est-ce que vous répondez à ce monde-là? Sylvain, tu y vas ou j'y vais? Non, vas-y, puis après ça, je vais aller après toi. Ben, c'est sûr que dans un, c'est. Juste pour répondre à ta question de tantôt, quand tu disais, y a-t-il un bon moment pour la faire? C'est sûr qu'à un moment donné, les excuses de dire on n'a pas le temps 12 mois par année, c'est une bonne excuse. À un moment donné, il faut que tu rentres dans l'action. Il faut que tu te dises, regarde, aujourd'hui, là, on va établir un plan d'équipe, on va avoir un objectif commun. Mais pour ça, ça prend un certain temps. Je veux dire, ça prend un temps d'arrêt. Puis ça va être gagnant. Ça va être gagnant parce que toutes les problématiques qu'on peut vivre dans l'année, puis on se dit, on n'a pas le temps de le gérer, puis on est pogné dans telle situation. Mais en faisant une planification stratégique, vous allez sortir des moyens pour y arriver à corriger ces situations-là qui vont faire en sorte que, dans le temps, vous allez gagner en efficacité. Pour ceux qui sont sceptiques d'une planification stratégique, là, j'en étais un sceptique au début. Parce que j'étais de ceux qui disaient, regarde, moi, je suis dans les opérations, puis j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Sauf que je pense que quand tu es entrepreneur, ça te coule dans les veines. Puis à un moment donné, quand on parle de ta business sur une vision 360, bien, ça vient quand même t'interpeller. Puis à un moment donné, ça devient, à force d'en faire, puis à force d'être dans ce pattern-là, dans ce mood-là, bien, crime, tu y prends goût. Tu y prends goût, puis là, tu tombes plus en mode stratégie, puis tantôt, Sylvain parlait de 3 profils d'entrepreneurs. Là, tu travailles plus sur ta vision. Parce que la vision, c'est ce qui va arriver dans 6 mois, d'un an, dans 2 ans, dans ce que tu prévois peut-être dans 5 ans. C'est sûr qu'une vision 3-5 ans aujourd'hui, c'est plus difficile. Là. Mais il reste que c'est d'avoir vraiment, là, tu sais, si tu te dis, moi, là, je m'en vais à Toronto. Bien, si tu t'en vas à Toronto, puis en cours de route, tu peux prendre différents chemins, mais ton objectif, c'est de te rendre à Toronto. Puis tu as justement là, une séquence dans ta planification stratégique à comment tu vas faire pour te rendre à Toronto. Bien, ça devient un peu ta ligne de conduite. Si tu ne t'arrêtes pas pour le partager en équipe, si tu ne t'arrêtes pas pour justement le véhiculer puis faire en sorte que ça devienne un plan commun, bien, peut-être que tu vas te rendre à Toronto, mais peut-être pas non plus. Là, mais moi, personnellement, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, on en fait à chaque année. Puis
tout le monde y a adhéré. Tout le monde comprend aujourd'hui vraiment l'importance de faire une planification stratégique. Ne serait-ce que pour se retrouver en dehors de notre day-to-day, justement, puis de pouvoir échanger sur chacun de nos enjeux, puis d'arriver avec des idées communes, puis de comprendre mieux comment ça se passe dans chacun des départements, puis d'unir nos forces à nos objectifs. Moi, j'ajouterais un point là-dessus, si tu permets, Christian, c'est que je pense que, j'ai peut-être 35 ans d'expérience, j'ai jamais vu autant de concurrence qu'aujourd'hui. Il y a de la concurrence, mon ami, tellement forte. Si tu ne t'arrêtes pas pour dire comment je vais tirer mon épingle du jeu là-dedans, ta confiance peut être bonne, ton instinct peut être bon, mais l'idée de se faire challenger puis d'identifier des affaires qui vont te rendre meilleur, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps. Puis l'autre élément, c'est d'avoir un concept. On n'est pas parfait, l'entreprise n'est pas parfaite. Par contre, on peut toujours aller vers la perfection, l'amélioration continue. Et ça justifie le temps qu'on s'arrête. Puis qu'on prenne le temps pour dire, voici, ça va me rendre meilleur. Si ta volonté est de devenir meilleur et de rester compétitif, il faut que tu fasses cette réflexion-là. Excellent. Je voulais revenir justement sur un point, Frédéric. Tantôt, tu disais que c'est le moment de se retirer. Est-ce que vous, peut-être juste une petite précision, est-ce que vous le faisiez à l'extérieur de vos bureaux ou vous le faisiez la planification? Parce que est-ce que vous prenez une place à l'extérieur, puis là, toute l'équipe se rencontre, là, j'imagine, avant la pandémie, ou c'est vraiment à l'intérieur de votre... Ça a toujours, je pense qu'on l'a fait dans les débuts une fois à l'intérieur de nos bureaux, mais c'est catastrophique. Là. Tu te fais déranger à tout bout de champ. Fait que toutes les fois, tu perds un peu le focus. Là. Maintenant, à chaque année, on sort. Tu sais, nous autres, dans le fond, il y a des planifications stratégiques 3 à 5 ans, mais à la vitesse que l'industrie puis que le monde va aujourd'hui, on en fait une à chaque année. Puis oui, c'est sûr et certain qu'avec la pandémie présentement, j'avais ma rencontre de gouvernance cette semaine. On est 7 qui siègent sur le comité de gouvernance, puis c'était tout sur Teams. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, là, c'est facile. C'est sûr, le contact humain est moins présent, le non-verbal est moins évident, mais on finit quand même par travailler sur les bonnes bases puis d'être efficace à 80-90 %, mais à défaut de ne pas en faire, je préfère de loin la faire de façon virtuelle. OK, excellent. Puis justement, tu parlais de peut-être c'est un conseil de le faire à l'extérieur. C'est quoi ton conseil à notre auditoire là, qui veulent faire une planification stratégique, Frédéric? Je ne sais pas trop. Peux-tu reformuler ta question? Ben, c'est quoi ton conseil? Là? Ceux qui veulent faire une planification stratégique, as-tu des trucs? Ou peut-être aussi, tu pourrais même nous dire, en fait, de l'expérience que tu as apprise dans le passé. Là, il y a sûrement quelque chose qui a moins bien fonctionné dans ta planification. Oui, dans le fond, mes trucs, ça prend un environnement décontracté. Tu sais, les gens, il faut qu'ils arrivent là, il faut qu'ils se sentent en confiance. Il ne faut pas qu'ils se sentent menacés. Tu sais, Sylvain, tantôt, on parlait de tact, mais tu sais, c'est pas une place où est-ce que c'est le temps de laver son linge sale. C'est une place où est-ce que c'est le moment de s'unir, puis de travailler en équipe, à faire en sorte qu'on va trouver des solutions. Tu sais, moi, on dit souvent, un problème chez Souci, c'est pas un problème, c'est une opportunité. Une opportunité de s'améliorer. Fait que, tu sais, c'est de pouvoir, justement, là, sortir le meilleur de chacun. Puis comme je disais, il y en a qui, s'ils voient que c'est une perte de temps, à chaque fois qu'ils sont en planification stratégique ou en rencontre de gouvernance ou en comité de direction, ben c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas à bonne place. S'il y en a que c'est des opérateurs, il y en a qui sont sur le terrain, ils sont vivants, ils sont de bonne humeur, ils ont un pédale au fond, amenez-en. Ils sont pas, tu les enterreras jamais. Mais aussitôt que tu vas vouloir te retirer puis te parler de la vision d'entreprise, ben ils n'ont pas le temps ou peu importe. Mais là, tu te dis, c'est sûr et certain qu'il y a une humilité de chacun des individus à s'asseoir tout ensemble puis de faire en sorte qu'on aille chercher vraiment là, il y a des sujets qui sont chauds. Il y a des sujets qui ne sont pas faciles à aborder parce que c'est un problème qui est là, qui est bien présent. Mais tabarouette, la piscine, à un moment donné, il faut la crever, il faut échanger, puis aller au fond des choses. On fait, nous autres, des head-to-head, qu'on dit 5 minutes avec chacun du comité de direction. Puis on essaie de le faire à chaque mois. Mais ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de rigueur. Puis ça, c'est là où est-ce qu'on va venir purger finalement les petits irritants ou les bons coups. Telle situation, plus ou moins appréciée, puis tout ça. Mais il faut être capable de se le dire, 5 minutes, on ferme la parenthèse, puis on sort de là, puis on continue à avancer.
à défaut d'arriver puis d'accumuler une problématique ou une situation qui va faire en sorte que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, la personne elle va péter des plombs ou elle va quitter ou peu importe, tu n'auras jamais vu ça venir. Fait qu'on essaie de forcer les gens à se rencontrer puis justement de pouvoir se dire les vraies choses. Quand tu es rendu à siéger sur un comité de direction, c'est parce que tu es professionnel, tu es engagé, puis je pense que c'est avec le respect qu'on est capable d'échanger puis de pouvoir construire un environnement meilleur. Excellent. Ton côté, Sylvain, avant que tu entames une planification stratégique, y a-t-il des données de base que tu demandes à l'entreprise? C'est quoi que tu as besoin toi, pour démarrer, pour commencer Moi, dans ça? la méthode que j'ai développée, c'est quand même ce que je favorise, c'est j'envoie une liste d'épicerie de ce que j'ai de besoin, OK? Des stats, des documents, des rapports financiers, des chiffres de vente, des taux de rotation au niveau des employés, etc., etc. Je vais aller chercher beaucoup, beaucoup de documentation, la nature de la clientèle aussi, etc. J'envoie aussi ce qu'on appelle des questionnaires dans lesquels les gens peuvent répondre individuellement en ligne. Parce que, un, ça protège la confidentialité, puis ils s'expriment ou ils évaluent l'entreprise sur différentes composantes, ce que j'appelle l'auto-évaluation, 5 fonctions. Puis je fais quelques entrevues individuelles. Puis là, je ne veux pas aller détail là-dessus, mais c'est parce que les gens expriment des choses que dès le début, dans une rencontre avec le président, il n'aurait peut-être pas dit. OK? Comme une des questions, je veux dire, si tu étais président, qu'est-ce que ça serait, quoi tes priorités dans l'entreprise? C'est merveilleux comme question parce que ça amène tellement de choses intéressantes. Puis ce que j'ai de besoin, c'est un premier avec des joueurs clés, même des joueurs planchers, sont en prod, etc. Je veux avoir le feedback sur des questions clés, de l'information avant que j'arrive dans une première rencontre. Puis j'ai envoyé les questions de réflexion qu'on va aborder. Puis ça va faire en sorte que c'est rentable dès le début, si on peut dire, puis efficace. Alors, sans aller dans le détail, mais moi, j'envoie vraiment un détail de ça. Puis des questions, il y en a sur toutes les fonctions d'entreprise. Puis ça me permet déjà de me faire une bonne tête sur le bilan en tant que tel de l'entreprise, puis qu'on commence vraiment à échanger. Puis quand ensemble, on a identifié nos problématiques et nos enjeux, là, on commence à se dire, OK, là, on va commencer à se donner des pistes de recommandations stratégiques. Puis quand le monde est d'accord, là, c'est le plan qui va être déployé. Excellent. Puis si on, en termes budgétaires, là, en termes de coûts, là, si on prend une PME manufacturière typique là, de 40-50 employés, on parle de combien à peu près, là, de combien ça va coûter pour cette entreprise-là de faire une planification stratégique, une bonne planification? C'est une question délicate. Ça. Parce que non, parce que tu as des entreprises, par exemple, est-ce qu'ils ont une présence à l'étranger? Est-ce qu'ils veulent aller à l'extérieur? Comme là, j'ai une firme, j'ai un autre dossier, ils veulent s'établir plus dans l'Ouest canadien, aux États-Unis. Là, des fois, tu as besoin d'études de marché, de comprendre les comportements, les joueurs. Ça, là, c'est du data puis de l'intelligence d'affaires avant de prendre une décision. C'est comme à un moment donné, j'ai dit à un client, go pour ta shop, puis elle coûtait 12 millions la shop. Fait qu'il faut peut-être du data avant de se donner un go parce qu'il va te chercher, ça ne sera pas long si ça ne marche pas. Alors, je te dirais, pour l'évaluation, là, c'est en tant que tel qu'on ne fait pas d'études de marché, mais on fait le bilan complet. On appelle quelques clients aussi, puis des clients potentiels, puis des anciens clients. On fait les rencontres à l'interne. On fait 3-4 sessions de travail efficaces, puis on rédige le plan et le plan d'action. Le plan d'action, c'est vraiment le GPS là, en ce qui concerne la prod, les RH, tout le plan est détaillé. Ça, je peux dire, ça peut varier là, entre 20 et 35 000, dépendamment de l'envergure de l'entreprise. Puis, ils ont quelque chose de concret avec ça. Puis, parce que des fois, il ne faut pas que ça soit juste théorique, puis vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. On donne même des outils, des fois, comme des sales books, des guides pratiques d'affaires, comment devrait se dérouler un comité de direction, l'ordre du jour d'un comité de direction. Alors, c'est ça. Mais ça varie dans ces eaux-là. Moi, avec la PME manufacturière que je travaille à 70 du temps, là, ça varie dans ces eaux-là. C'est très efficace. Puis c'est... OK, parfait. Fait qu'on a une bonne idée. Il est rendu 12h45, on va commencer à prendre les questions. On en a déjà quelques-unes. Donc, j'invite pour les autres, ceux qui veulent poser leurs questions dans la section Q&A. J'ai une question de Guy Côté. Quelle nature de changement apporter dans l'organisation? Bien, ça va dépendre de la lecture que tu fais. Tu sais, ton changement, es-tu relié à ta culture organisationnelle, à ton style de gestion? Est-ce que c'est un département aussi qui est pas... C'est-tu ta communication? Est-ce que, par exemple, ta stratégie numérique, tu es en retard de plusieurs années? Alors, la nature des changements va dépendre
beaucoup de la qualité de la lecture que tu vas faire dans l'entreprise. Mais un changement qui doit toujours être là, c'est l'ouverture à cette amélioration-là, puis la conviction qu'il faut qu'on change. Mais la nature du changement, là, la plupart du temps, là, ça peut varier d'une entreprise à l'autre, mais je vous dirais, l'aspect RH est de plus en plus important, puis l'aspect de la gestion de la relation client. On avait fait une marque employeur avec toi, on avait fait un sondage, Sylvain, on avait été chercher beaucoup d'informations. Oui. Ça, c'est sûr et certain que ça a apporté son niveau de changement. Puis il faut avoir, excuse-moi, puis là, c'est moi qui te lance des fleurs, je ne t'enverrai pas de peau, moi, mais l'idée, c'est qu'un employeur permette qu'on fasse un sondage en ligne confidentiel avec ces gens, puis qui se fait évaluer, vous dire de quoi, ça donne une lecture de sur quoi il faut travailler. Parce que si nos gens n'embarquent pas, ne sont pas motivés, ou ils n'ont même pas. Il y a des jeunes aujourd'hui qui s'en vont parce que je ne sais pas où qu'on s'en va l'entreprise, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas. Ou on les recrute, mais il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de développement. Il faut aller chercher qu'est-ce qui va être un catalyseur RH puis qu'il faut améliorer aussi. Ça, c'est un exemple. Excellent. Une autre question de Virginie Saint-Pierre Gagné. Combien de temps, bon, on avait posé un peu, combien de temps prenez-vous pour établir votre plan stratégique annuel? Peut-être Frédéric, là. Je dirais, là, c'est environ au moins 2 jours. Un bon 2 jours, là, parce que puis ça prend une bonne heure du jour, dans le sens, ça prend faut être organisé, il faut être structuré. Puis justement, là, la part de Sylvain dans une planification stratégique, c'est là où est-ce que ça prend tout son sens, parce qu'on va arriver avec un ordre du jour détaillé, puis on va faire les menaces, on va faire c'est quoi donc, Sylvain? Les menaces, faiblesses, les forces, menaces, ouais, force, faiblesse. Fait que je l'ai dit en désordre, là. Mais c'est ça, fait que parce que des fois, là, on peut déraper dans tout ça, puis ça prend quand même un bon modérateur. Fait que moi, je conseille minimalement au moins 2 jours. Mais par la suite, un coup qu'on a le plan, c'est bien important de faire un suivi. Là. Moi, je préfère le faire mensuel, mais ça dépend d'une entreprise à l'autre. Puis ça prend un porteur de ballon. Ça prend une personne qui est responsable pour venir relancer certains départements dans le mois pour s'assurer que les tâches se font. Et lorsqu'on arrive à notre rencontre mensuelle qui dure en général 3 heures, bien là, ça fait en sorte que on repasse un peu c'était quoi les tâches de chacune des personnes. Puis là, bien, il y a un mois où est-ce que ça va arriver, il va y avoir une personne qui ah ben là, j'ai pas eu le temps. Bien là, une fois, ça passe. Le mois d'après, pas eu le temps. Là, à un moment donné, quand c'est tout le temps la même personne qui répond « j'ai pas eu le temps », puis toutes les autres sont embarquées, elles pédalent au fond, puis ils ont même apporté d'autres points importants, intéressants. Bien là, ça fait en sorte que ça crée une attraction au niveau de la gang, puis il n'y a pas le choix, soit qu'il embarque, ou soit que là, à un moment donné, il peut arriver là, à se faire challenger par ses confrères. Là. Fait que c'est sûr que c'est... Ouais. Je pense que la suivi du plan est aussi important que les 2 jours de planification stratégique, Sylvain. En fait, juste, puis aussi revenir à la question, quelqu'un qui va faire un processus, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un, il n'a jamais fait, là. Je te dirais, là, il faut que ça soit des fois 10 à 14 semaines, OK? Parce qu'il y a l'analyse de la situation, il y a les sessions de travail pour se donner les sessions de travail d'orientation stratégique, puis il y a la rédaction du plan, OK? Bon. Quelqu'un qui en a fait une, puis qui est une mise à jour, ça, le couple de jours, puis le suivi, puis une culture stratégique. Parce qu'une planif, là, il faut que ça entraîne une culture stratégique, des réflexes stratégiques, OK? C'est pas annuel, là. C'est pour ça qu'il faut des tableaux de bord, puis se challenger, puis OK? Alors ça, c'est un processus comme ça. Puis, je te dirais, tu peux concevoir un plan. Moi, dans mon approche, c'est concevoir le plan, le monde le comprenne. Troisième point qui est très important, l'adhésion du plan. Une fois que l'adhésion est là, l'exécution du plan, puis l'exécution du plan, c'est le suivi. C'est là où est-ce que les indicateurs, puis les comités de direction, puis les comités de gestion, puis les comités internes, il faut que ça soit vivant puis qu'on s'aperçoit qu'on avance. Excellent. Une autre question de Stephen Thacker. Y a-t-il une différence entre planification pour une petite entreprise, genre de 5 employés, puis moyenne grande entreprise? Peut-être plus Sylvain, là? Ben, en fait, je te dirais les fondements sont les mêmes. C'est-à-dire, il faut que tu saches clairement ta vision, où est-ce que tu veux t'en aller, d'où tu pars, où est-ce que tu veux t'en aller, comment tu vas t'y rendre. OK?
Fait que c'est sûr que moins de personnes intégrées, c'est moins de temps. Tu sais, dans un comité de direction, comme j'en fais une, là, il y a 16 personnes parce qu'il y a 3 usines. Il y a 16 personnes clés que je dois rencontrer. Les marchés ne sont pas les mêmes. Ce qu'on appelle, okay, ça, c'est plus d'envergure. Mais les fondements demeurent les mêmes. Une petite entreprise, faut quand même que la vision soit claire, les valeurs soient claires, les priorités stratégiques, ça prend moins de temps. Donc, ça coûte moins cher. Mais par contre, c'est les mêmes fondements, comme je te dis. C'est aussi important. Oui. Puis justement, Frédéric, tantôt, peut-être Sylvain a évoqué le sujet. C'est quoi les moyens, les outils que vous avez eu recours? Est-ce que vous avez mis en place un tableau de bord avec des indicateurs de performance? Comment ça s'est passé de votre côté, Frédéric? C'est sûr que tantôt, Sylvain, là, nous autres, on est rendu à en faire annuellement des planifications stratégiques. Fait qu'on a beaucoup de data, on a beaucoup de monitoring. Je me rappelle des débuts, justement, quand Sylvain a commencé avec nous autres, c'était toute l'analyse au niveau des ventes. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. On a mis beaucoup de gaz au niveau même opérationnel, au niveau des RH. Ça a pris quand même beaucoup d'informations. À ce temps, quand l'information est actualisée constamment, bien, c'est sûr et certain, quand on arrive en planification stratégique, c'est beaucoup plus simple. Présentement, on est en train de déployer des tableaux de bord dans chacun des départements pour justement avoir une vision rapide des indicateurs qui vont nous dire on est-tu en lien avec les objectifs qu'on s'avait donnés, y a-t-il un rattrapage, y a-t-il des flags rouges qui lèvent. Mais tu sais, ça, c'est chacune des personnes est responsable de son département, puis c'est présenté au comité de direction une fois par mois. Au niveau des tableaux de bord puis des indicateurs de performance. Mais là, on veut amener la réflexion beaucoup plus loin. On a travaillé sur un plan numérique pour justement là, essayer d'optimiser un peu nos systèmes, d'avoir tous nos indicateurs plus en temps réel, parce que présentement, il y a quand même beaucoup de manipulation de chiffres qui fait en sorte que c'est un petit peu plus laborieux et un petit peu plus lourd. Puis justement, pour être en mesure d'arriver et d'assister nos décisions. Parce que c'est avec des chiffres, c'est avec un historique que tu es capable de dire, bien, avec tel événement, je vais prendre telle décision. Tu sais, tantôt, Sylvain parlait, il y avait le client qui mentionnait 2100 clients. Bien, ces indicateurs, ils n'avaient pas. Ils ne savaient pas comment ils avaient vendu. Ils avaient vendu 0 à 600 clients. Bien, ça, il faut que ça fasse partie de tes indicateurs pour faire justement un suivi après-vente auprès des clients et ainsi de suite. Fait que, tout est il y a beaucoup de choses à bâtir, puis ça demeure continuellement d'amélioration à apporter à tout ce qui est en place aussi. Fait que, mais le plan numérique, je veux dire, avec tous les outils qui existent aujourd'hui, c'est vraiment là, que tu as ça une petite entreprise ou une grande entreprise, je pense que c'est incontournable aujourd'hui pour venir aider à la prise de décision. Excellent. On a une autre question de Thomas Henry. On parlait tantôt de recrutement, que c'est rendu un enjeu. La question, c'est une fois que le recrutement qui est fait, tout ce qui est de la formation, intégration des nouveaux employés, les compétences ou la rétention, c'est quoi votre approche stratégique puis les outils que vous avez pour ça? Bon, on a parlé tantôt qu'on avait fait justement un sondage auprès de nos employés il y a peut-être 2 ans avec Sylvain. On est en train de réactualiser le sondage parce qu'on veut leur déployer de nouveau pour augmenter notre attraction. Puis, tu sais, on parlait de recrutement. Bien, c'est sûr et certain qu'avant, on recevait un CV, il y avait un accusé-réception qui se faisait, puis on coordonnait une rencontre avec le candidat dans 1 semaine, dans 2 semaines. On y faisait un offre, on faisait ses références, le punitif, et ainsi de suite. Tu sais, ça pouvait prendre 3 semaines, mais le candidat est encore là dans 3 semaines. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Fait que c'est sûr et certain qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, il y a un important changement de culture à apporter. Présentement, chez Souci, on est 200% dedans. On a encore eu une rencontre un matin avec ça, avec le VP Opération et le département des RH, pour justement sortir un benchmark au niveau de la compétition, pour voir où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qu'on offre comme service, nous autres, par rapport à la compétition, qui a une valeur ajoutée, où est-ce qu'on sera en mesure de mieux rémunérer nos employés versus, mettons, les services qui sont plus communs. Au niveau attraction, c'est sûr et certain qu'il y a tout le web. C'est sûr qu'avec la pandémie, il n'y a pas question de faire de rencontres en personne ou peu importe. Fait que, juste donner un exemple. Au fait, on a ma gang aux communications puis au RH, ils ont fait un calendrier de l'Avent. Fait qu'il y avait des tirages à chaque jour, aller jusqu'à Noël. Fait que ça a créé une certaine attractivité. C'était vraiment le fun. Puis il y avait beaucoup d'interactions. Les gens, il fallait
il y avait des concours pour ceux qui avaient la meilleure recette, le meilleur drink, et ainsi de suite. Fait que ça demeure de l'attraction, ça demeure un engagement. On a fait un party de Noël virtuel. On essaie de se réinventer dans tout ça. Puis aussi la communication. Nous autres, à chaque 3 mois, on fait une rencontre d'équipe au complet, là, incluant les travailleurs à l'atelier, au chantier, les bureaux. On appelle ça une rencontre générale, où est-ce que on invite tout le monde à nous envoyer des questions. Puis c'est moi qui anime la rencontre. Fait que dans le fond, le travailleur qui veut me poser une question directement, c'est la plateforme idéale pour me poser une question parce que je trouve que c'est important de savoir c'est quoi la réalité de nos gens un peu partout, peu importe où est-ce qu'ils sont. C'est quoi la réalité de nos gens? C'est qu'est-ce qu'ils ont besoin? Des fois, ça peut faire une petite différence de dire hey, crime, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité d'y parler, d'apporter mon point, puis il y a eu une correction. C'est sûr et certain que toutes ces belles communications-là, puis ces sondages-là, puis tout ça, si on les fait, puis ça demeure sa tablette, ben on les fait carrément pour rien parce que ça va avoir l'effet inverse. Si on fait un sondage puis qu'il y a des éléments qui sont apportés, ben il faut absolument arriver avec encore là un plan d'action, encore là un porteur de ballon, encore là avec un échéancier pour faire en sorte qu'on puisse se démarquer puis que les gens se sentent écoutés puis qu'on devient un employeur de marque, un employeur de choix pour ces nouveaux employés-là parce qu'on ne se le cachera pas puis on a eu des discussions avec Sylvain il y a déjà quelques années de ça. C'est plus nous autres qui passons les candidats en entrevue. C'est le candidat qui nous passe en entrevue. Fait qu'il y a beaucoup de pitch de vente à avoir, beaucoup de marketing. Fait que c'est l'esprit d'équipe, c'est les témoignages auprès de nos gens. C'est faut revoir dans son ensemble le processus RH. On en a fait un bout, mais je vous dirais qu'il y a encore un coup de barre à donner pour devenir encore meilleur dans ce niveau-là. Justement, l'enjeu de la main-d'œuvre, du recrutement, on pensait, ça l'était avant la pandémie, on pensait que la pandémie, ça va diminuer, mais on voit que c'est toujours le cas hein, de votre côté, Frédéric. Justement, d'ailleurs, on va en parler bientôt là, dans notre baromètre, qu'effectivement, il y a comme on voit qu'il y a des entreprises qui ont fait des mises à pied, mais en même temps, la main-d'œuvre, c'est encore un enjeu en tant que tel. Oui. Peut-être, bon, le temps nous file peut-être très, très rapidement. On sait à quel point c'est important d'avoir l'implication des employés dans la planification stratégique, dans la rétention. C'est peut-être quoi, en quelques mots, c'est quoi ton conseil, Frédéric, là, pour les motiver, là, motiver nos employés? C'est sûr que la communication, je pense, c'est un enjeu. Là, je me rappelle, on était une PME de 15 employés. C'était déjà un enjeu. Fait que qu'on soit 15, 50, 100 ou 200 employés ou même plus, la communication, c'est vraiment important. Fait que l'enjeu, c'est d'avoir un plan clair avec les objectifs, que les gens se sentent engagés, se sentent impliqués dans le plan. Si c'est un plan qui est à haut niveau, puis qui est pas, on ne va pas interpeller les gens, qu'on va pas chercher finalement c'est quoi leurs attentes aux autres, c'est comment ils voient le business aux autres. Tu sais, Sylvain en parlait avec le sondage. D'avoir la vision du terrain aussi, c'est vraiment important. Puis là, si tu es en mesure de rassembler tout ça en un seul plan, il faut en faire la diffusion, il faut en faire la présentation. Nous autres, on a fait la présentation, là, puis comme je vous l'ai montré tantôt, on a fait un apron, là, genre de tapis de souris qu'on a donné à tout le monde. Ouais. Mais puis là, on est en train de développer aussi là, des articles promotionnels pour justement qu'on voit c'est quoi notre stratégie, c'est quoi notre plan d'action, puis c'est quoi notre vision avec l'équipe. C'est vraiment, c'est vraiment engager les gens. Je pense que c'est le secret. C'est vraiment le secret. Si on veut travailler en silo, on va avoir des résultats en silo, mais c'est en équipe là, qu'on va avoir les meilleurs résultats. Donc, être à l'écoute, communiquer, puis prendre action. On retient ça, Frédéric. Donc, bon, écoute, là-dessus, je vais vous remercier tous les participants qui ont écouté notre webinaire. Merci Sylvain, merci Frédéric d'avoir partagé. C'était très agréable. Je vous rappelle, vous allez recevoir dans quelques instants un sondage. Donc, s'il vous plaît, prendre peut-être juste quelques minutes là, de répondre pour nous dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins apprécié pour qu'on puisse s'améliorer. Donc, là-dessus, je vais vous remercier tout le monde et je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à toi aussi. Merci à tous. Merci Christian. Merci Sylvain. Merci.